Il a tenu à faire l'annonce lui-même. Plaidant pour un retour à la table des négociations, Volodymyr Zelensky a obtenu gain de cause. Aujourd'hui, j'ai discuté avec notre ministre de la Défense de la préparation d'un nouvel échange et d'une nouvelle réunion en Turquie avec la partie russe. Il a indiqué que la réunion aura lieu mercredi. Cette rencontre entre les deux belligérants sera la troisième à se tenir à Istanbul en 2 mois. Les Russes se disent prêts à entamer un dialogue de leur côté, mais sans s'attendre, je cite, à des avancées miraculeuses. La Russie est prête à agir rapidement. Pour nous, l'essentiel est d'atteindre nos objectifs qui sont clairs, évidents et immuables, mais le processus ne dépend pas uniquement de nous. Qu'il obtienne ou pas un cessez-le-feu, Volodymyr Zelensky marque déjà un point en termes d'image. Avec cette main tendue à la Russie, il tente d'asseoir son image de leader œuvrant pour la paix. Sur le plan national, où il vient d'opérer un vaste remaniement, mais aussi à l'international, dont il veut s'assurer le soutien. Et surtout, le financement de l'effort de guerre, d'autant que l'Ukraine souhaite dynamiser sa propre production d'armes. La semaine dernière, Donald Trump haussait déjà le ton, donnant 50 jours aux Russes pour mettre fin à la guerre, sous peine de sanctions économiques. Hier, c'est Jean-Noël Barrot qui était en déplacement à Kiev, où lui aussi a réaffirmé son soutien à l'Ukraine. Le paquet de sanctions adopté jeudi dernier par l'Union européenne est de loin le plus sévère de ces 3 dernières années. Il frappera les revenus pétroliers et les services financiers de la Russie et obligera Poutine à modifier ses calculs. Modifier les calculs, on en est loin pour le moment. Ce week-end encore, les Russes ont envoyé plus de 400 drones et plus de 20 missiles sur l'Ukraine, faisant au moins 1 mort et 9 blessés. Alors, Vladimir Poutine est-il prêt à envisager un cessez-le-feu? La proposition de Volodymyr Zelensky est-elle une réelle ouverture diplomatique ou un coup de communication politique pour s'assurer un soutien grandissant de ses alliés occidentaux? Et pour en débattre ce soir, nous recevons Sylvie Bermann. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes diplomate, ancienne ambassadrice de France en Russie et en Chine. Votre livre « L'ours et le dragon, Russie-Chine, histoire d'une amitié sans limite » est paru aux éditions Talendier. Alors selon vous, il est toujours utile de se parler, mais il ne sera pas question, dites-vous, d'un cessez-le-feu ni d'un accord de paix à ce stade. Les Russes sont convaincus qu'ils vont gagner cette guerre et la Chine n'a pas la capacité d'influencer Vladimir Poutine. À vos côtés, Jean-Marc Vigilant. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes officier général de l'armée de l'air et de l'espace, ancien directeur de l'école de guerre, fondateur et président de la société Bivigilante. Pour vous, Poutine n'arrêtera pas la guerre tant qu'il n'a pas mal, dites-vous. Nos sanctions économiques et notre soutien militaire sont pour l'instant insuffisants. La posture des Américains est quant à elle purement transactionnelle, dites-vous, et il est utopique de les croire toujours nos alliés. Et puis, Mariana Perebenesiuk, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste franco-ukrainienne. Selon vous, la Russie souhaite la capitulation totale de l'Ukraine depuis 2017 et fin l'envie de négocier pour freiner Donald Trump. Ainsi, l'Ukraine doit s'armer, mais elle a besoin de la coopération des entreprises européennes pour y parvenir. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Valérie, et l'homme du jour. Oui, cet homme, c'est Valéry Gergiev, chef d'orchestre mondialement reconnu, directeur du prestigieux Bolchoï à Moscou et aussi fervent soutien de Vladimir Poutine, une star de la musique classique qui figurait sur le programme d'un festival qui se tiendra près de Naples, en Italie, jusqu'à hier. Hier, les organisateurs de l'événement ont décidé l'annulation du concert symphonique qu'ils devaient diriger. Une éviction réclamée par la société italienne et saluée par le ministre italien de la Culture. Je le cite, « L'art est libre de peut-être censurer la propagande. En revanche, c'est autre chose ». Mariana Perebenesiuk, l'Europe soutient aussi l'Ukraine par ce biais. C'est évidemment que l'Ukraine a besoin d'armes, de moyens, on y reviendra plus tard, mais ça peut aussi servir l'Ukraine. En effet, c'est extrêmement important. Ce n'est pas pour rien si Gergiev est quasiment un ami de Vladimir Poutine. Il faut se rendre compte qu'il n'y a pas de l'art en dehors de la politique, il n'y a pas de sport en dehors de la politique en Russie. Tout comme au temps de l'URSS, tout cela fait partie de la propagande du régime, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, à l'international. Ça fait partie de soft power russe. Et donc, il est important de couper les liens avec les soutiens de Vladimir Poutine et de cette guerre, parce que ça participe à la propagande. Et
il y a aussi autre chose. Si on a l'impression qu'il faut absolument que la Russie est éternelle, qu'il faudra absolument négocier avec la Russie, voire donner victoire à la Russie, c'est également grâce à cette propagande, y compris culturelle. Alors même que je voudrais rendre hommage à Vassil Slipa, qui était un chanteur d'opéra d'origine ukrainienne à l'Opéra de Paris, qui était mort en Ukraine, sur le front, tué par un sniper russe. On parlait de la diplomatie culturelle, mais il y a aussi en politique intérieure, évidemment, ça bouge beaucoup. Sylvie Berman, on a un vaste remaniement du gouvernement, la proposition d'ouvrir ce 3e cycle de discussion. Est-ce que par là, Zelensky cherche à reprendre la main ? Je ne pense pas qu'il ait réellement perdu la main, mais c'est vrai qu'il y a des petites divergences actuellement en Ukraine. Il y a eu ce remaniement, comme vous l'avez évoqué. Et ça, c'est une décision de la Rada de supprimer l'indépendance. La Rada, c'est l'Assemblée nationale en Ukraine, de supprimer l'indépendance des institutions qui luttent contre la corruption. Absolument. Mais je pense que cette proposition de Volodymyr Zelensky s'adresse plutôt à Donald Trump pour montrer que l'Ukraine recherche vraiment la paix et les négociations, y compris avec Vladimir Poutine, même si évidemment à ce stade-là, ça n'aurait aucun sens. Mais donc, il propose cette reprise. Et de toute façon, c'est bien qu'ils se parlent. Il n'y aura pas de résultat, en tout cas, ni sur un cessez-le-feu, ni sur des éléments d'un accord de paix. En revanche, sur les questions humanitaires, c'est tout à fait possible. À la fois l'échange de prisonniers, les corps, et puis aussi peut-être les enfants qui ont été déportés en Russie. Jean-Marc Vigilant, on voit quand même que l'ombre de Donald Trump plane malgré tout sur ces négociations. On ne sait pas ce que ça peut donner, même si ça va aboutir à quelque chose. Parce qu'on le voit dans la nomination, par exemple, de la nouvelle première ministre ukrainienne, Ilyua Syrividenko, qui a été négociatrice de l'accord sur les minerais, donc avec les États-Unis, qui se retrouvent aujourd'hui en première ligne. Donc ça, c'est un signe aussi envers les Américains. Sans doute. De toute façon, pour que Poutine soit arrêté, il faut qu'il sente, je disais qu'il est mal, en tout cas qu'il sente une véritable résistance. Et aujourd'hui, les Européens ne sont pas en capacité de créer cette résistance par eux-mêmes, et donc ils ont besoin d'une façon ou d'une autre de garder les Américains à bord. Même si les Américains, leur priorité n'est absolument pas ni le soutien à l'Ukraine, ni le soutien à l'Europe. Les Américains sont tournés vers leur compétiteur stratégique en Asie, qui est la Chine, et ils considèrent que ce qui se passe sur l'Ukrainien est notre problème. La deuxième chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que Trump, il n'a pas été élu par les citoyens américains pour défendre les Européens. Ce que nous avons souvent tendance à croire, nous, qui sommes au sein de l'OTAN, cette belle alliance où les Américains assuraient notre protection. Il a été élu pour de la politique intérieure américaine. Ouais. Donc finalement, les signes qui sont donnés par Zelensky peuvent avoir un intérêt, d'autant plus que Donald Trump y a quand même mis sur la table tout ce que demandait Poutine au début de ce conflit, pour qu'il arrête, en lui disant on vous donne les oblasts que vous réclamez, on vous garantit que l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN, il n'y aura pas de soldats européens déployés, etc. En fait, il a été très vexé parce que finalement, Poutine n'a pas accepté ce deal, qui était un deal en or. Il s'est retourné, puisqu'aujourd'hui, il a mis un ultimatum. Exactement, donc il a évolué, et là, il se dit finalement, cette première phase n'a pas fonctionné, et peut-être qu'il va être conduit à adopter une posture plus dure, plus ferme, pour les intérêts des Américains. Donc ce qu'on comprend à travers vos propos, c'est que c'est plutôt un bras de fer entre Trump et Poutine qui devrait peut-être solutionner, résoudre les choses. Je me tourne vers vous, Mariana Perez-Beneziouk. Du coup, ça veut dire que ces pourparlers qui s'organisent demain, ils sont peut-être presque déjà mort-nés. Quand on lit les propos du porte-parole du Kremlin, Peskov, il n'y a bien sûr aucune raison d'espérer des avancées miraculeuses. À quoi ça sert finalement ces pourparlers ? En effet, c'est même pour ça qu'il faut écouter ce que disent les Russes. Et leur position est constante depuis quasiment 10 ans. Ça n'a pas bougé d'un iota, ça n'a pas bougé il y a une semaine et ça n'a pas bougé hier. Il y a peu ça ne bougera pas demain. Il y a peu de chances que ça bouge. Ouais, il y a peu de chances que ça bouge, et c'est là où c'est important de se rappeler que Volodymyr Zelensky était élu sur le programme d'une main tendue, d'une solution diplomatique. Et il y a eu une rencontre à haut niveau entre lui et Vladimir Poutine organisée à Paris. Elle n'a rien donné parce que précisément Vladimir Poutine, il a toujours exigé ce qu'il a exigé. Volodymyr Zelensky n'a pas pu lui donner cela pour une bonne et simple raison, c'est que l'Ukraine est une démocratie et que la nation est contre.
Mais par la suite, Volodymyr Zelensky n'a pas cessé d'offrir une solution diplomatique. Mais ce n'est pas pour ça que cela va marcher, parce que pour parler, il faut deux. Bien sûr. Voilà, il faut être deux. En effet, il y a donc la solution diplomatique et puis il y a la solution aussi guerrière. Et on va voir ça avec vous, Julia, puisque dans la guerre contre l'Ukraine, la Russie mène désormais, on le sait, une course aux drones. Hein. Oui, il suffit de regarder les nouvelles images de propagande diffusées hier par la télévision russe. Elles montrent ce qui est présenté comme la plus grande usine de drones du monde. On peut le voir sur ces images, l'usine de Yelabuga au Tatarstan, à 1000 km à l'est de Moscou. Elle produit des drones suicides, des Geran 2, qui transportent des ogives et volent à 300 km/h. En 2 ans, cette usine a doublé de volume grâce notamment à des adolescents qui viennent des régions voisines et qui travaillent sur ces chaînes de production. Ça montre la cadence de la Russie qui, selon les estimations, pourrait produire plus de 5000 drones longue portée par mois. L'armée russe est même en train de développer un nouveau drone, le Geran 3. Il va encore plus vite que le précédent, jusqu'à 700 km/h, et il est donc beaucoup plus difficile à intercepter. Alors, quel est l'objectif de Moscou dans cette course aux drones? Eh bien, vu que les Russes n'avancent quasiment plus sur le terrain, l'idée est maintenant de viser, de harceler en quelque sorte la population ukrainienne. Et pour cela, Moscou pourrait mener une attaque massive de drones, 1000, voire peut-être même 2000 drones utilisés simultanément. C'est ce que pensent les experts et ce serait un véritable record. Jean-Marc, vigilant dans cette guerre des drones, on voit que la Russie a pris le dessus en quelque sorte. Comment l'Ukraine peut-elle se défendre et est-ce que l'aide européenne peut-elle vraiment l'aider, l'Ukraine, dans cette guerre des drones? La Russie n'a pris le dessus. En fait, dans la guerre, il n'y a pas que la quantité est une qualité en soi, mais ce n'est pas parce que vous avez plus de drones ou plus d'obus que vous allez gagner. Et la preuve en est, les Russes sont 4 fois plus puissants, plus grands, plus forts que les Ukrainiens, et ça fait 3 ans et demi qu'ils n'arrivent pas à remplir leurs objectifs militaires. Donc, certes, ils vont produire beaucoup plus de drones, mais les Ukrainiens aussi. Les Ukrainiens ont multiplié par 100 leur capacité à produire des drones. Ils ont, en plus, à mon avis, ils sont beaucoup plus forts que les Russes en termes d'innovation. Dès qu'un drone est mis sur le champ de bataille, l'adversaire trouve un moyen de contrer sa nouvelle spécification. Et donc, les Ukrainiens sont capables de se réinventer. Et surtout, ils ont appris à construire ces drones de façon très délocalisée, pas dans des grosses usines qui pourraient être détruites par un seul coup au but, mais au contraire, chaque famille dans son garage est capable de construire des drones pour aller les donner à l'unité de combat qui est juste derrière, à côté. Oui, mais alors ça justement, c'est un peu d'une manière, on va dire presque un peu utopique, puisque le ministre de la Défense ukrainien a dit lui-même qu'il manquait 5 milliards d'euros pour boucler les dépenses militaires en 2025. Et c'est là, Sylvie Bernal, où on se dit, on parle souvent des Européens qui n'enverraient pas assez d'armes. Est-ce que finalement, ce n'est pas de l'argent qu'il faut envoyer ? Alors, il y a effectivement cette demande qui a été faite à la réunion de coordination militaire de Ramstein, mais il y a également un certain nombre de projets avec des Européens, avec les Américains aussi, de construction d'usines de drones en Ukraine, chacun y gagnant quelque chose, puisque effectivement les Ukrainiens ont cette supériorité en matière de drones, alors que pendant des années, les Occidentaux ont totalement ignoré cette arme. Bon, il y a une montée en puissance pendant cette guerre, c'est évident. La France est elle-même très très en retard dans ce domaine, donc il y a cette possibilité. Là, l'Ukraine fabrique déjà 40% de ses armements, mais elle a besoin davantage, effectivement. Et les annonces européennes, je me tourne vers vous, Mariana Perez-Beneziuk, les Européens poursuivent leur soutien militaire. Londres et Berlin se sont engagés à fournir 220 000 obus. L'Allemagne va livrer des systèmes patriotes. Est-ce que l'Europe est au rendez-vous aujourd'hui, militairement ? L'Europe a toujours été au rendez-vous, mais est-ce que l'Europe a augmenté ses dépenses et ses capacités ? Suffisamment depuis février 2022. Voilà, c'est ça la question, ça c'est la première question. Mais après, je pense que finalement, on a trouvé la solution optimale, c'est-à-dire la production en Ukraine. Parce que comme plus que d'envoyer des armes, c'est produire en Ukraine. Exactement, parce que comme l'a bien souligné Jean-Marc Vigeland, l'Ukraine est une société industrialisée, on a beaucoup d'ouvriers qualifiés, dans les domaines d'armement et d'aérospatial par ailleurs. On est très fort en logistique, on possède des routes, des chemins de fer. Donc
toutes les conditions sont réunies pour que la production soit efficace en Ukraine. Alors, on va aller du côté de notre placard à archives. On va voir que tout ça, malheureusement, n'est pas nouveau. On va partir en 2014, un mois après l'annexion de la Crimée par la Russie. Les États-Unis décident de sanctions contre Moscou, alors que l'Union européenne signe des accords d'association avec Kiev. 11 ans plus tard, il y a comme de l'écho. Hier, en fin de journée, les Européens se mettent d'accord pour renforcer les sanctions. Désormais, 33 personnalités russes et ukrainiennes sont concernées par un gel des avoirs et une restriction de circulation. C'est essentiel pour nous de parler d'une seule voix. Nous ne devons pas donner à d'autres, y compris la Russie, la possibilité d'utiliser l'arme énergétique comme une arme nucléaire. Barack Obama va plus loin. Il sanctionne des proches de Vladimir Poutine une banque et menace de frapper des pans entiers de l'économie russe. Mais rien ne semble devoir intimider le chef du Kremlin. Devant les médias, il opte pour la dérision. Bon, alors il va falloir que j'évite de rencontrer tous ces gens puisqu'ils sont soi-disant compromettants pour le pays. Voilà, donc Jean-Noël Barrot avait annoncé le 18e sanction de paquet européen le plus puissant depuis 2022. Sylvie Bermann, sans précédent même, a dit le ministre des Affaires étrangères. C'est l'éternelle question que je vais vous poser depuis le début de ce conflit. Est-ce que ça peut vraiment contraindre Vladimir Poutine? On voit tout de même que l'économie russe commence à subir véritablement le coût des sanctions, là. Alors, elle commence à en subir le coup, mais tout juste, parce qu'en 2024, la Banque mondiale l'avait classée au 4e rang des économies mondiales en parité de pouvoir d'achat. Donc maintenant, effectivement, il y a des effets qui ne sont pas uniquement liés d'ailleurs aux sanctions, mais la Russie est passée en économie de guerre, donc il y a une surchauffe, il y a un manque de main-d'œuvre, et ça crée un certain nombre de difficultés. Il y a effectivement une inflation. Maintenant, le fait d'en être au 18e paquet de sanctions montre qu'il y a un problème d'efficacité des sanctions. Je comprends qu'on est en train de préparer le 19e. Ouais, et souvenez-vous que pour le premier, on avait dit qu'à la bombe atomique, ça serait la suppression de l'accès au système SWIFT financier par les Russes. Et en fait, dès que vous avez un système de sanctions, vous avez un contournement par beaucoup de pays, et en réalité que ce soit l'Inde, la Chine, le Kazakhstan, les pays du Golfe, la Turquie. Et c'est très difficile puisque ce ne sont pas des sanctions internationales. Oui, Jean-Marc Vigilant, ces sanctions économiques ne sont rien à côté de ce que militairement les États-Unis, l'Europe pourraient faire? Je pense que c'est un outil parmi d'autres. En fait, la puissance, elle s'exprime selon 3 canaux. La puissance de coercition, la puissance militaire, mais aussi la puissance économique, la capacité à acheter, et puis finalement le soft power, la puissance culturelle ou la puissance de convaincre. Donc on a besoin des deux. Et on voit bien que les sanctions économiques ont un effet, mais il n'est pas aussi instantané que l'on l'espère, parce que la société russe est bien plus résiliente que nos propres sociétés occidentales, d'une part. Maintenant, pour que Poutine arrête d'avancer vers ses objectifs qui sont finalement la suppression de l'Ukraine comme État indépendant, il faut qu'il rencontre un mur. Et dans ce mur, il doit y avoir une force militaire, qui finalement l'amène à réviser ses objectifs stratégiques. Et pour en venir sur les sanctions économiques, Mariana Perez-Benessiuk, le Royaume-Uni, on l'a appris, vient d'annoncer de nouvelles sanctions contre 135 navires qui sont soupçonnés d'appartenir à cette fameuse flotte fantôme qui achemine du pétrole russe vers des pays comme l'Inde et notamment la Chine. Est-ce que c'est pas ça qui peut être véritablement efficace, s'en prendre au pétrole russe et puis aussi faire pression à la Chine, en fait? Alors, en effet, puisque la Russie tire ses profits principalement de la vente d'hydrocarbures, ça serait logique d'entraver au maximum cette vente-là pour que la Russie ait moins de ressources pour financer cet effort de guerre. Et là, encore une fois, comme vient de dire mon collègue, la pression économique, c'est un effort de guerre comme un autre. Et dans cet effort, comme dans la production d'armes et tout, ce n'est pas un effort qui compte, c'est un effort répété qui s'accentue. Parce que, bien entendu, la guerre, c'est quelque chose où les acteurs s'adaptent sans cesse. Et c'est celui qui est le plus inventif qui gagne. Et bien entendu, il est de l'intérêt existentiel de la Russie que de s'adapter et de contourner les sanctions, mais c'est même pour cela que nous devons accentuer cette pression et d'essayer d'adapter également.
On parlait justement de la Chine. Durant la dernière décennie, la Chine elle a renforcé sa coopération économique, politique et militaire avec la Russie, des liens que le président chinois et son gouvernement ne cachent plus. Nous défendrons résolument les intérêts de la Chine, de la Russie et d'un grand nombre de pays en développement. La coopération sino-russe-indienne contribue à maintenir la paix, la sécurité, la stabilité et le progrès dans la région et dans le monde. Certains membres de l'UE ont exagéré délibérément certains enjeux économiques et commerciaux et ont lancé des accusations infondées contre la Chine sur l'Ukraine, perturbant ainsi les relations sino-européennes. Sylvie Bermann, c'est un véritable climat de défiance qui s'est installé entre la Chine et l'Union européenne. Dans 2 jours, la communauté européenne et donc la Chine vont discuter ensemble. Qu'est-ce qui peut en sortir de ces échanges entre l'Europe et la Chine ? Alors, depuis le début, l'Union européenne a essayé de convaincre la Chine qu'elle devait faire pression sur la Russie. La Chine considère qu'elle n'en a pas les moyens, en plus de ça, peut-être pas la volonté non plus, même si finalement elle n'aime pas trop cette guerre, parce que ça perturbe les circuits économiques, et la seule chose qui intéresse la Russie. Mais il n'y a pas de vassalité, comme on l'entend dire très souvent. Oui, on lui prête trop de... Non, et c'est ce que disent beaucoup d'experts chinois. D'ailleurs, on prête effectivement trop d'influence à Xi Jinping. Pourtant, c'est le premier commercial de la Russie, le premier partenaire commercial de la Russie. Oui, tout à fait. Donc... Oui, mais alors, Poutine ne s'intéresse absolument pas à l'économie. Non, la seule chose qui intéresse, c'est la géopolitique. Et pour lui, la guerre contre l'Ukraine, c'est une guerre existentielle. Donc personne, à ce stade, ne peut le convaincre. Sinon, éventuellement, Trump, mais ce n'est pas garanti, s'il y a de véritables mesures de rétorsion. Donc les Chinois peuvent dire à Poutine il faut arrêter la guerre, mais bon, il n'y aura pas d'impact et ils ne le feront pas en faisant des pressions ou de véritables menaces. Jean-Marc Villon, rapidement, on prête à la Chine un rôle éventuellement de médiateur depuis le début de ce conflit, un rôle qu'elle ne veut absolument pas endosser. Et pourtant, est-ce que c'est Pékin qui aurait véritablement un vrai rôle de médiateur dans ce conflit? Pékin, il y a un rôle de médiateur, c'est un peu comme les États-Unis, il y a un rôle de médiateur. Ils sont pas neutres, quoi. Ouais, et donc je pense que les Chinois, ils ont des intérêts convergents avec les Russes. Eh bien, c'est de désorganiser l'Occident, c'est de nous affaiblir. Ils sont notre compétiteur stratégique. Ouais. Maintenant, dans leur relation avec la Russie, c'est une alliance de circonstances. Je pense qu'il n'y a peut-être pas ce rapport de vassalité, mais pour autant, compte tenu de ce que fait Poutine, il affaiblit son pays et il le met dans une position de faiblesse par rapport à la Chine. Et la Chine regarde avec étonnement comment une puissance nucléaire de ce calibre, en fait, se fracasse les dents sur l'Ukraine. Merci en tout cas à vous trois d'être venus débattre ce soir autour de ce sujet.